Chapitre 20. Couverture de la nature. La phénoménologie. Ainsi, la situation se présente en fait de la façon suivante. La science moderne a d'une part conduit à une prodigieuse extension quantitative des connaissances relatives à des phénomènes appartenant à des domaines qui autrefois étaient restés inexplorés ou avaient été négligés, mais d'autre part, elle n'a pas fait pénétrer l'homme plus à fond dans la réalité. Elle l'en a même éloigné, rendu plus étranger encore. Et ce que la nature serait véritablement, d'après elle, échappe à toute intuition concrète. De ce dernier point de vue, la science actuelle n'offre aucun avantage sur la science matérialiste d'hier. Avec les atomes d'hier et la conception mécanique de l'univers, on pouvait encore se représenter quelque chose, ne fût-ce que d'une façon très primitive. Avec les entités de la science physico-mathématique actuelle, on ne peut absolument plus rien se représenter. Ce ne sont, comme nous le disions, que les mailles d'un filet fabriqué et perfectionné, non pour connaître de façon concrète, intuitive, vivante, la seule connaissance qui importait à une humanité non abattardie, mais bien pour avoir une prise pratique toujours plus grande, mais toujours extérieure sur la nature, qui dans sa profondeur reste fermée à l'homme et plus mystérieuse qu'auparavant. Ces mystères n'ont été que recouverts, et le regard en a été distrait par les réalisations spectaculaires accomplies dans les domaines techniques et industriels, domaines où il ne s'agit plus de connaître le monde, mais de le transformer dans l'intérêt d'une humanité devenue terrestre, selon le programme que Karl Marx avait déjà explicitement formulé. C'est pourquoi nous répétons que c'est une mystification que de se mettre à parler d'une valeur spirituelle de la science actuelle sous prétexte que celle-ci parle d'énergie au lieu de matière, qu'elle fait voir dans la masse des irradiations congelées et presque de la lumière congelée, et qu'elle envisage des espaces à plus de 3 dimensions. En réalité, tout cela n'a d'existence que dans les théories des spécialistes, sous la forme indiquée de pures et abstraites notions mathématiques, notions qui, une fois substituées à celles de la physique précédente, ne changent rien à l'expérience effective que l'homme d'aujourd'hui a du monde. Ce n'est pas pour l'existence réelle, mais pour l'esprit porté aux divagations oiseuses que ce changement d'hypothèse peut avoir un intérêt. Après qu'on ait dit qu'il n'y a pas de matière mais de l'énergie, que nous ne vivons pas dans un espace euclidien à 3 dimensions, mais dans un espace courbe à 4 dimensions et plus, et ainsi de suite, les choses restent les mêmes. Mon expérience réelle n'est changée en rien. Le sens dernier de ce que je vois, lumière, soleil, feu, mer, ciel, plantes qui fleurissent, êtres qui meurent, le sens dernier de tous les processus, de tous les phénomènes, ne m'est rendu en rien plus transparent. Il n'y a nullement lieu de parler de dépassement, de connaissance profonde dans un sens spirituel ou véritablement intellectuel. Comme nous l'avons dit, on ne peut parler que d'un élargissement quantitatif de notions concernant de nouveaux secteurs du monde extérieur, chose qui, l'utilité pratique mise à part, ne présente qu'un intérêt de curiosité. À tous les autres points de vue, la science actuelle a pratiquement rendu la réalité plus étrangère et plus lointaine à l'homme d'aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps du matérialisme et de la physique classique, et donc infiniment plus étrangère et lointaine qu'à l'homme appartenant à d'autres civilisations et qu'aux populations sauvages elles-mêmes. C'est un lieu commun de dire que la conception moderne et scientifique du monde a désacralisé celui-ci, et que le monde désacralisé du savoir scientifique est devenu un élément existentiel constitutif de l'homme moderne, et cela d'autant plus que celui-ci est plus civilisé. Celui qui, depuis le moment où il a été soumis à l'instruction obligatoire, a eu la tête remplie de notions scientifiques
positive, ne peut pas ne pas avoir acquis pour tout ce qui l'entoure un regard sans âme qui devient dès lors destructeur. Que l'on pense par exemple à ce que peut bien signifier le symbole de la descendance solaire d'une dynastie comme la nippone pour celui qui sait désormais, grâce à la science, ce qu'est vraiment le soleil, cet astre sur lequel on peut même lancer des missiles. Et que l'on pense à quoi se réduit l'appel pathétique de Kant au ciel étoilé au-dessus de moi, quand on s'est bien imprégné des lumières de l'astrophysique la plus récente et de ses équations sur la constitution des espaces. De façon générale, ce qui limite dès l'origine la portée de toute la science moderne dans n'importe lequel de ses possibles développements, c'est qu'elle a eu et garde comme constant et rigide point de départ et comme fondement le rapport duel, extérieur, du moi au non-moi, propre à la simple connaissance sensorielle. Ce rapport constitue le fond immuable de toutes les constructions de la science moderne. Tous ces instruments de recherche sont autant de prolongements, perfectionnés et affinés à l'extrême, des sens physiques. Ce ne sont pas les instruments d'une connaissance autre, c'est-à-dire de la connaissance vraie. Ainsi, par exemple, quand la science moderne introduit la notion d'une quatrième dimension, cette dimension est toujours pour elle une dimension du monde physique, et non la dimension propre à une perception allant au-delà de l'expérience physique. Étant donné cette limitation fondamentale, érigée en méthode, on peut comprendre que l'envers effectif de tout progrès scientifique et technico-scientifique soit une stagnation, voire un ensauvagement intérieur. Ce progrès ne correspond à aucun progrès intérieur parallèle, se déroule sur un plan séparé, n'a pas d'incidence sur la situation concrète et existentielle de l'homme, qui au contraire est laissé à lui-même. Il est à peine besoin de rappeler l'absurdité ou la désarmante ingénuité de ces idéologies sociales modernes qui ont presque mis la science à la place de la religion pour montrer à l'homme la voie de la béatitude et du progrès et l'acheminer sur cette voie. La vérité, c'est que le progrès de la science et de la technique ne lui apporte rien, ni connaissance, nous en avons déjà parlé, ni puissance, et encore moins une norme supérieure d'action. En ce qui concerne la puissance, personne ne prétendra qu'un homme, parce qu'il le peut, avec la bombe H, détruire une ville entière, ou avec l'énergie nucléaire, réaliser les merveilles de la seconde révolution industrielle, ou encore s'amuser à ces jeux pour grands enfants que sont les explorations spatiales, personne ne prétendra que cet homme en soi, dans sa réalité existentielle, est plus puissant et supérieur. Mais ces formes de puissance extérieure, mécaniques, extrinsèques, laissent inchanger l'être humain réel. Il n'est ni plus puissant ni supérieur en se servant de missiles spatiaux qu'il ne l'est en se servant d'une massue, sauf sur le plan matériel. Celui-ci mis à part, l'homme reste ce qu'il est, avec ses passions, ses instincts et ses faiblesses. Quant au troisième point, c'est-à-dire aux normes d'action, il est évident que la science met à la disposition de l'homme un ensemble prodigieux de moyens, sans résoudre du tout le problème des fins. Ici peut s'appliquer l'image que nous avons déjà évoquée pour illustrer la situation du monde moderne. Une forêt pétrifiée ayant en son centre le chaos. On a parfois essayé d'attribuer une finalité à cette accumulation inouïe de moyens de puissance qui caractérise l'ère atomique. Théodore Litt, par exemple, a avancé l'idée que l'homme réalise sa vraie nature quand, acculé à une situation limite, il use de son libre arbitre et décide en toute responsabilité, en prenant des risques, dans un sens ou un autre. Il s'agirait à l'heure actuelle d'opter pour un usage destructif, guerrier de ces moyens, ou pour un usage pacifique, constructif. Dans une époque de dissolution, une telle idée paraît tout à fait abstraite et fantaisiste, le fait d'intellectuels dépourvus de tout sens de la réalité.
Elle présuppose avant tout que des hommes existent qui aient encore une norme intérieure, des idées sûres quant aux buts qui valent vraiment la peine d'être poursuivis et qui, en vérité, se situent en dehors de tout ce qui se rattache au monde purement matériel. Elle présuppose ensuite que ces hommes hypothétiques seront précisément ceux qui auront à décider dans quel sens seront utilisés les nouveaux moyens d'action. Ces deux conditions préalables sont également chimériques. La seconde surtout. Les chefs d'aujourd'hui sont en réalité pris dans un enchevêtrement d'actions et de réactions échappant à tout véritable contrôle, obéissent à des influences collectives irrationnelles, sont presque toujours au service d'intérêts, d'ambitions et d'antagonismes matériels et économiques, où il n'y a pas la moindre place pour une décision fondée sur le libre arbitre, une décision que l'on prend en tant que personne absolue. Enfin, cette alternative dont nous venons de parler, qui angoisse tant nos contemporains, peut se présenter dans des conditions très différentes de celles qu'envisage un humanitarisme pacifiste, progressiste et moralisant. En vérité, nous ne saurions dire si celui qui veut encore espérer en l'homme doit voir dans une série de destructions quasi-apocalyptiques, mais qui imposerait sûrement à beaucoup une inexorable mise à nu du problème existentiel et un régime d'épreuves extrêmes, un mal pire que celui qui consiste en un acheminement sûr, satisfait et total de l'humanité vers la félicité du dernier homme de Nietzsche, vers le bien-être de l'animal humain socialisé, secondé par toutes les découvertes de la science et se reproduisant en un crescendo vermiculaire. Telle est la mise au point qui s'impose en ce qui concerne la nature de la science moderne et de ses applications, envisagée dans la perspective qui doit être celle du type d'homme différencié que nous avons en vue. Il nous reste à ajouter quelques considérations sur les conséquences que celui-ci peut en tirer pour son comportement. Nous ne nous arrêtons pas au domaine de la technique, car nous avons déjà montré de quelle manière l'homme différencié peut le laisser agir sur lui. Nous avons parlé de la machine envisagée comme symbole, et parmi ces défis qui peuvent servir à activer la dimension de la transcendance en soi-même, dans des situations limites, on peut compter aussi tout ce que nous réserve éventuellement, après les guerres mondiales que nous avons vécues, la nouvelle ère atomique, grâce au miracle de la science. Il suffit ici de souligner qu'il s'agit d'un état de fait, donné et irréversible, qu'il faut accepter et tourner à son avantage, comme on pourrait le faire aussi par exemple d'un cataclysme. À part cela, tout ce qui est jugement sur la valeur intrinsèque de la science et de la technique reste valable. Il faut s'en tenir à ce qui a été dit plus haut à ce sujet. Un autre point de vue pourrait être concevable à l'égard de la méthode scientifique considérée en elle-même. La science moderne ne nous révèle en aucune façon ce qu'est l'essence du monde et n'a rien à voir avec la vraie connaissance, dont elle scelle plutôt la dissolution. Toutefois, l'activité scientifique a pour idéal la clarté, l'impersonnalité, l'objectivité, la rigueur, l'exclusion des sentiments, des impulsions et des préférences de l'individu. L'homme de science croit s'exclure lui-même, faire parler les choses. Il s'intéresse à des lois objectives, indifférentes à ce qui plaît ou ne plaît pas à l'individu et étrangères à la morale. Or ce sont là des traits du réalisme dont nous avons reconnu la valeur pour l'homme intégré. Dans l'Antiquité, les mathématiques furent d'ailleurs conçues comme une discipline visant à cultiver la clarté intellectuelle. À tout cela, le caractère pratique que nous dénonçons dans la science moderne ne porte pas atteinte. Il concerne l'orientation ou formule de base de toute la science moderne, et non les interventions directes et arbitraires de l'individu au cours de la recherche qui se développe sur cette base et ne tolère pas ces intrusions.
L'activité scientifique reflète donc à sa façon quelque chose de cette ascèse de l'objectivité active dont nous avons parlé et offre un sens symbolique analogue à celui que sur un autre plan possède aussi la machine. Mais celui qui parvient à une véritable clarté de vision ne peut pas ne pas reconnaître le rôle que joue pour l'homme de science la méthode formelle de la recherche, mis à part l'effet irrationnel, et ceci surtout dans le choix des hypothèses et des théories interprétatives. Il existe un plan sous-jacent dont le savant moderne ne se rend pas compte, à l'égard duquel il est passif et dont il subit des influences précises, liées en partie aux forces qui ont donné forme à une civilisation déterminée, à tel ou tel moment d'un cycle. Pour nous, celui de la phase terminale et crépusculaire du cycle de l'Occident. La critique que l'on a adressée à la science, en dénonçant la superstition du fait, selon René Guénon, en montrant que le fait en lui-même n'a guère de sens et que le facteur décisif est plutôt le système où il est inséré et sur la base duquel il est interprété, permet d'entrevoir toute l'importance de ce plan sous-jacent. Ceci marque aussi les limites qui nuisent à l'idéal de clarté et d'objectivité chez le savant du type moderne. L'histoire secrète et réelle de la science moderne reste encore à écrire. Il peut sembler contradictoire que dans le chapitre précédent, nous ayons reconnu comme élément valable la distance, le détachement du moi par rapport aux choses et que nous reprochions maintenant à la science moderne d'opposer le moi au non-moi, au monde extérieur, à la nature, au phénomène, en voyant dans ce dualisme la présupposition fondamentale d'un système d'où la connaissance véritable est exclue. Pour que cette contradiction disparaisse, il suffit de considérer la forme intérieure, l'attitude et les possibilités de l'homme qui se met en face des choses et de la nature, après avoir cessé d'y projeter des sentiments, des contenus subjectifs, des émotions et des fantaisies. C'est parce que l'homme de science moderne, en tant que tel, est un être éteint sur le plan de l'intériorité, c'est parce que ne jouent en lui que les perceptions physiques grossières et l'intellect abstrait et mathématisant, c'est uniquement pour cela que le rapport moi-non-moi devient rigide et sans vie, que la distance n'agit que d'une façon négative et que toute la science est assurément capable de saisir le monde et de le manipuler, mais non de le comprendre, ni d'étendre la connaissance dans un sens qualitatif. Quant à l'homme intégré, sa situation est différente. La vision de la réalité pure ne comporte pour lui en principe aucune limite de ce genre. Le fait que, comme dans une réduction à l'absurde, des traits qui caractérisaient déjà toute la science moderne soient devenus très apparents à la pointe la plus avancée de cette science, et qu'il faille dès lors en arriver à un bilan général négatif, ce fait marque pour lui la fin salutaire d'une équivoque. Il laissera donc de côté, parce qu'il la jugera insignifiante, abstraite, purement pragmatique, dépourvue de tout intérêt, connaissance de ce qui ne vaut pas la peine d'être connu. Toute théorie scientifique du monde. Lorsqu'il aura fait là aussi table rase, restera la nature, le monde dans son aspect originel. On se trouve ainsi normalement ramené à ce que nous disions à la fin du chapitre précédent. Il faut seulement, dans le présent contexte, pour éliminer complètement l'apparente contradiction que nous venons d'indiquer, faire intervenir une autre idée, celle de la pluridimensionnalité de l'expérience. Pluridimensionnalité bien différente de celle, toute mathématique et cérébrale, des dernières théories physiques. Pour éclaircir sommairement ce point, nous suivrons encore une fois la méthode consistant à ne pas nous reporter directement, comme nous le pourrions pourtant, à des enseignements traditionnels, mais à examiner l'un des courants modernes où l'on peut en trouver, en quelque sorte, comme un involontaire reflet. Dans le cas présent, nous choisirons l'ontologie phénoménologique de Husserl, qui s'est quelquefois confondue avec l'existentialisme. L'exigence profonde de cette tendance est aussi de libérer l'expérience directe de la réalité
de tous les problèmes, théorie et conception apparemment exactes et des buts pratiques qui la cachent à l'esprit. La libérer aussi par conséquent de toute idée abstraite relative à ce qu'il pourrait y avoir derrière elle, tant du point de vue philosophique, l'essence, la chose en soi de Kant, que du point de vue scientifique. Sur le plan objectif, cela revient presque à reprendre l'exigence de Nietzsche de bannir tout au-delà, tout autre monde, et corrélativement, du point de vue subjectif, c'est reprendre l'antique principe de l'époché, c'est-à-dire de la suspension de tout jugement, de toute interprétation individuelle, de toute application de concepts et de prédicats à l'expérience. Il faut en outre dépasser les opinions courantes, le sentiment de fausse familiarité, de fausse évidence et d'habitude que l'on éprouve à l'égard des choses elles-mêmes. Tout ce qui a recouvert la stupeur originelle devant le monde. C'est là la première phase. Après quoi, on doit faire parler les faits eux-mêmes, ou présence de l'expérience, dans leur rapport direct avec le moi. Ce que cette école appelle, usant d'un mot très malheureux, leur intentionnalité. En réalité, il s'agit au contraire d'une intention au sens courant. Que l'on voit ce que nous avons dit, page 155, à ce degré, il ne devrait plus y avoir d'intention, ni dans la réalité, ni dans le moi. Il faut expliquer ici ce que dans la théorie en question, l'on entend exactement par phénomène, d'où phénoménologie. On donne à ce mot son sens originel, lié à un verbe grec, qui veut dire se manifester, se révéler. Il signifie donc ceux qui se manifestent directement, qui s'offrent directement dans une vision ou une intuition. On s'écarte ainsi décidément de l'usage qu'on fait du terme phénomène dans le langage philosophique moderne, où l'on donne à ce mot un sens virtuellement ou ouvertement péjoratif, celui de simple phénomène, opposé à ce qui est vraiment, cachant ce qui est vraiment. D'un côté, l'être, de l'autre, l'apparence, le monde des phénomènes. Cette antithèse est donc repoussée. On considère au contraire que l'être peut se manifester tel qu'il est vraiment, dans son essence et dans sa signification. Et c'est pourquoi l'expression ontologie phénoménologique égale doctrine de l'être basée sur le phénomène n'offre pas de contradiction évidente. Derrière les phénomènes tels que les entend la phénoménologie, il ne peut rien y avoir d'autre. On précise ensuite que si l'être ne se cache pas dans le phénomène, mais s'y manifeste, cette manifestation comporte plusieurs degrés. En premier lieu, il y a le stade grossier, opaque, des simples présences sensibles. Mais une ouverture du phénomène est possible, ce qui ramène en un certain sens à l'idée dont nous avons parlé un peu plus haut de la pluridimensionnalité vivante du réel. Connaître, pour la phénoménologie, c'est procéder à cette ouverture. Il n'est pas besoin de dire qu'il ne s'agit pas ici, en théorie du moins, d'un quelconque procédé logique ou inductif, scientifique ou philosophique. Mieux vaut développer une idée qui, chez Husserl, reproduit, on pourrait presque dire, plagie, un enseignement traditionnel. La réduction ou destruction phénoménologique consiste, comme nous l'avons dit, en ce qui concerne le monde extérieur, à dépouiller l'expérience pure et directe de toutes les concrétions. Rendre l'idée plus claire en disant que ce qui intervient par-delà le stade de l'expérience, directe certes, mais sans âme et opaque, c'est une vision du sens des choses comme présence. La compréhension coïncide avec la vision, l'intuition, la perception directe, avec la signification. Alors que d'habitude, le monde nous est donné sous forme de présence sensible, de phénomène, sans signification ou de signification sans présence sensible, sans base intuitive réelle et seulement subjective. L'approfondissement phénoménologique les fait coïncider sur les plans d'une objectivité supérieure. De cette façon,
la phénoménologie ne se présente pas comme un irrationalisme ou un positivisme, mais comme une édétique, connaissance des essences intellectuelles. On tente à une transparence intellectuelle du réel, comportant bien entendu des degrés fort différents. Quant au Moyen-Âge encore, on parlait d'intuitio intellectualis, intuition intellectuelle. C'est à cela que l'on se référait. Dans l'ensemble, en se limitant strictement aux points essentiels que nous avons dégagés jusqu'ici et sous la forme où nous les avons dégagés, il pourrait sembler que les exigences de la phénoménologie correspondent largement à celles que nous avons formulées un peu plus haut. Mais cette correspondance n'est que formelle et illusoire, autant que la correspondance qui paraît exister entre les thèmes phénoménologiques et les enseignements traditionnels, bien qu'elle soit de nature à faire penser, comme nous l'avons dit, à un plagiat pur et simple. En effet, malgré tout dans l'école phénoménologique, pour Husserl et ses disciples, il ne s'agit que de philosophie. C'est comme la parodie de choses qui appartiennent à un monde totalement différent. Création, elle aussi, de penseurs modernes, de spécialistes universitaires. Toute la phénoménologie a pour seule base le niveau existentiel de l'homme moderne pour qui les ouvertures du phénomène, c'est-à-dire la pluridimensionnalité concrète, vivante, du réel ramené à sa nudité, Nietzsche dirait à son innocence, sont et ne peuvent être que de pure fantaisie. En effet, tout cela se ramène à des livres plus ou moins abscons où l'on retrouve les vaines et habituelles critiques des divers systèmes de l'histoire de la philosophie profane, des analyses logiques, le fétichisme coutumier pour la philosophie. Sans parler des nombreuses notions suspectes mêlées aux thèmes que nous avons isolés ici et qui sont valables. Citons à titre d'exemple l'importance attribuée au temps, à l'histoire et au devenir, ou ce nom équivoque de Lebenswelt, qui veut dire monde de la vie, donné au monde de l'expérience pure, ou cette autre équivoque relative à la conception de l'intentionnalité dont nous avons parlé, ou ces vues naïves et sans consistance sur un monde de l'harmonie et de la rationalité, etc. Mais il n'entre pas dans notre propos de nous livrer ici à une analyse critique plus détaillée, car nous nous sommes servis de la phénoménologie de la même façon que de l'existentialisme, comme d'un simple point d'appui accidentel. Quoi qu'il en soit, nous avons indiqué une direction, la seule direction possible lorsqu'on a reconnu le caractère illusoire et l'insignifiance spirituelle de tout ce qui, de nos jours, à la fin d'un cycle, passe pour connaissance. Répétons-le, cette direction fut bien connue du monde traditionnel, et quiconque a la possibilité de se référer directement à celui-ci peut parfaitement se passer d'Husserl et de tous les autres, et dès le début éviter l'erreur consistant, selon la formule extrême-orientale, à prendre pour la lune le doigt qui la désigne. À rigoureusement parler, la destruction phénoménologique ne devrait pas épargner la phénoménologie elle-même, et l'on peut dire de ce mouvement de pensée, en vogue depuis quelque temps, comme de tous les autres mouvements actuels, vu, entendu, enterré. Dans l'enseignement traditionnel, le symbole de l'œil frontal, dont le regard brûle toutes les apparences, correspond exactement à l'idée de la destruction phénoménologique. De même, la doctrine interne traditionnelle relative aux états multiples de l'être a toujours admis une essence ou être qui n'est pas la contrepartie hypothétique des phénomènes, le simple produit de la pensée ou de la croyance, mais l'objet d'une expérience intellectuelle, aussi directe que l'expérience ordinaire et sensible. C'est elle aussi qui a parlé non d'une autre réalité, mais bien d'autres dimensions de la réalité, une dimension dont on peut avoir l'expérience. La conception symbolique du cosmos avait d'ailleurs le même sens, à savoir la pluridimensionnalité des degrés de signification que peut offrir la réalité dans une expérience différenciée. Pluridimensionnalité conditionnée, évidemment, parce qu'est celui qui éprouve cette expérience.
Et à la limite, c'est peut-être ce à quoi Husserl a fait allusion avec le jeu transcendantal. La dimension limite, quant à la matière de l'expérience en question, pourrait correspondre au vu du zen dont nous avons parlé. La réalité pure qui acquiert un sens absolument conforme à ce qu'elle est, quand elle ne connaît pas de but, quand on ne lui attribue pas d'intention, quand elle n'a besoin ni de justification ni de démonstration et manifeste la transcendance comme immanence. Nous avons déjà dit que l'on retrouve quelque chose de ces vues dans les idées de Nietzsche et de Jasper sur le langage du réel. Mais il est bon de préciser encore une fois que s'il a fallu parler de ces perspectives pour prévenir des équivoques et établir des antithèses, nous ne songeons pas à présenter tout ceci comme une possibilité actuelle, non seulement pour nos contemporains en général, mais même pour le type d'homme que nous avons toujours en vue ici. On ne saurait négliger tout ce que le progrès et la culture moderne ont créé et qui fait désormais partie intégrante de la situation de l'homme moderne, en neutralisant dans une large mesure les facultés nécessaires à une ouverture effective de l'expérience des choses et des êtres. Ouverture qui n'a rien à voir avec les exercices philosophiques des phénoménologistes d'aujourd'hui. Le sentiment de la dissolution actuelle de la connaissance et du caractère de ce qui passe désormais comme connaissance peut constituer une condition favorable. Mais pour aller plus loin, il ne suffit pas d'une simple orientation mentale. Un réveil intérieur est essentiel. Puisque nous n'avons pas voulu considérer dans ce livre le cas du type différencié qui veut et peut s'isoler du monde moderne, mais celui de l'homme qui vit dans ce monde, il nous faut constater qu'il est difficile à cet homme de dépasser une certaine limite dans la connaissance des dimensions multiples du réel. À part les formes de comportement et d'ouverture que nous avons indiquées en parlant du nouveau réalisme, forme qui reste valable et possible, seules peut-être des situations particulières et traumatisantes pourront, comme nous l'avons déjà indiqué, reculer momentanément cette limite.